Et oui, bien évidemment, on repartira tout à l'heure, vous allez le voir, du côté de cette force obscure. Bienvenue pour notre rendez-vous dans les coulisses de l'actualité, de l'image, de la com. L'info sur l'info avec l'équipe du jour, à commencer par Monsieur Philippe Turle. Bonjour, cher Philippe. Bonjour Christophe. Journaliste RFI, l'accent inimitable. Nous avons aussi Jackie Isabello. Bonjour Jackie. Salut Christophe. Directeur associé agence Corioling. Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Que la force soit avec vous Christophe. Merci bien. Et avec vous qui nous regardez, bien évidemment, journaliste média et France Renucci. Bonjour. Bonjour. Professeur en sciences de l'information et spécialiste des médias. Mais on commence par un serpent de mer, vieux de près de 50 ans. Regardez toutes ces unes de la presse ce matin, bien évidemment, sur le sujet. Entre pièges, dossiers explosifs, bien évidemment. Notre-Dame-des-Landes ou l'aéroport qui peut-être un jour sortira de terre ou pas. En tout cas, il va y avoir ce fameux rapport attendu aujourd'hui. Un rapport qui pourrait peut-être faire avancer les choses. En tout cas, il y aura peut-être une décision avant la fin du mois de janvier. C'est le président Emmanuel Macron qui nous l'a promis. Tout de suite, les forces en présence, c'est maintenant. Ces images de synthèse deviendront-elles réalité ? Un aéroport va-t-il sortir de terre à Notre-Dame-des-Landes ? La question occupe les esprits depuis des décennies. Imaginé la première fois en 1963, le projet est réactivé et déclaré d'utilité publique en 2008. C'est à ce moment-là que l'opposition émerge, des militants écologistes qui occupent la ZAD, la zone à défendre. S'enchaînent alors des dizaines d'actions en justice, une violence croissante. Une commission de dialogue est même mise en place, mais le dossier s'enlise. En 2016, un référendum est organisé en Loire-Atlantique. C'est la victoire du oui à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, avec 55% des voix. En même temps, les recours juridiques des opposants au projet s'épuisent. Pourtant, le gouvernement de Bernard Cazeneuve se garde d'expulser les zadistes à l'approche de l'élection présidentielle. Quand Emmanuel Macron est élu à l'Élysée, il relance une nouvelle médiation. Le rapport remis aujourd'hui pourrait conclure un dossier qui empoisonne la vie politique depuis une dizaine d'années. Et oui, et vous avez entendu ces derniers mots, pourrait conclure. En tout cas, c'est le véritable piège pour le gouvernement. Emmanuel Macron et son Premier ministre récupèrent le bébé dont personne n'a jamais voulu vraiment s'en occuper. Eh bien, c'est le dossier, par définition, pourri en termes de communication. Toutefois, ça pourrait être le dossier emblématique de la méthode et en même temps. Parce que là, que ce soit d'un côté ou de l'autre, personne ne sera content par la décision du président de la République. Donc je pense que Emmanuel Macron va essayer de définir ce qui pourrait être le scénario le moins pire possible en termes de gestion de son image, et il va appliquer sa méthode et en même temps. Parce que là, évidemment... Alors comment appliquer sa méthode sur un dossier comment aussi il peut sensible ? appliquer ? C'est-à-dire qu'il va décevoir les uns, et en même temps, il ne va pas complètement, sans doute, satisfaire les autres. La seule chose qu'il doit regarder là-dedans, c'est de dire, moi, un peu comme sur le dossier Algérie, il y a 50 ans, j'étais pas né, ça ne me concerne pas, c'est un dossier que Hollande n'a pas géré, c'est un dossier que l'ancien Premier ministre de Hollande, Jean-Marc Ayrault, porte à bout de bras. Mon président de l'Assemblée nationale est totalement contre, mais pour l'instant, il joue le jeu. Donc il va se dire, qu'est-ce qui est le pire pour mon image ? Et la pire des choses, c'est qu'on voit des CRS extraire des gars pendant des semaines, des cabanes, les faire tomber des arbres, qu'il y ait des blessés, et finalement que ce dossier qui ne représente rien se transforme en une espèce de pansement sur la main d'Emmanuel Macron et qu'on soit désespéré par des choses qui sont sans intérêt. Donc c'est comme ça qu'il va analyser et il va faire comme les experts, un contenté, un bilan, à gauche les côtés positifs, à droite les côtés négatifs, et à la fin il va se dire comment je fais en sorte de m'économiser moi le plus possible, parce que vous l'avez vu, pour terminer, d'un point de vue écologique ou économique, les conclusions de ce dossier sont totalement connues, donc les enjeux ne sont plus là. Et les conclusions de ce rapport, qui une fois encore sera remis aujourd'hui, ou donc quelques heures au Premier ministre, bien évidemment, il ne tranche pas ce dossier. On est encore, voilà les pour, voilà les contre, et maintenant, faites votre job. Oui, d'ailleurs, moi, la question que je voudrais poser, c'est d'où viennent les fuites de ce dossier ? Le rapport n'a pas encore été rendu. Et il hier, se trouve vous que avez raison, les opposants se servent très majoritairement des arguments qui sont qu'on connaît à peu près du dossier pour continuer, évidemment, de protester contre cet aéroport. Je pense que Jackie avait tout à fait raison, c'est-à-dire que ce dossier ne fait que des mécontents. Si Emmanuel Macron valide l'aéroport, il va évidemment se mettre à dos
tous les écologistes et à l'inverse, s'il le refuse, il va se mettre à dos tous les défenseurs de l'aéroport. Mais la question qui va se poser aussi, elle est très importante pour lui, c'est le rôle de Nicolas Hulot, parce que si il accepte finalement cet aéroport dans ses conclusions au mois de janvier, ça veut aussi mettre dans la balance, ça veut aussi dire que le sort de Nicolas Hulot sera dans la balance, puisque Nicolas Hulot, lui, est opposé à cet aéroport. Donc il y a encore une autre dimension, au-delà même de l'aéroport, il va y avoir une dimension politique dans cette affaire. Et effectivement, le sort de Nicolas Hulot, on le dit depuis des semaines, est très attendu sur le dossier. Donc comment faire, là aussi? Comment faire? Est-ce qu'on change de nom? Pourquoi on appelle ça Notre-Dame-des-Landes? D'où vient? Elle protège qui, Notre-Dame, dans cette affaire? Vraiment, ça me surprend depuis le début. Et j'avais pas pensé en termes de en même temps. Je m'étais dit, est-ce que le président Emmanuel Macron va pouvoir être comme De Gaulle? Parce que ce projet, il date des années 60. Hein. On l'a tous entendu depuis ce matin. Ouais, c'est une saga plus vieille que Star Wars, là. Alors. Voilà. Et quand De Gaulle décidait de construire l'usine marémotrice de la Rance, il a fallu noyer une vallée. Il a fallu prendre des décisions écologiques ou anti-écologiques. On ne sait pas, on n'en prononçait pas le mot à l'époque. Absolument énorme, mais il y est arrivé. Et le bénéfice... On ne sait pas le bénéfice d'une mesure que l'on prend dont les effets seront dans très longtemps. Mais je pense qu'on était moins sensibilisés à la cause écologique aussi. Il n'est pas tendu. Et en même temps, il est tendu. Le président Emmanuel Macron peut-il avoir une figure comme celle de De Gaulle? Prendre des décisions. Prendre des décisions, contrairement à ses prédécesseurs. Est-ce que c'est pas là, justement, où Emmanuel Macron a une carte à jouer, quel que soit son choix? Il a une carte à jouer, ça c'est sûr. Mais pour moi, cet aéroport, c'est une litanie de fautes qui étaient commises depuis les années 60. Et plus qu'on attend, plus qu'on tergiverse dans la situation, plus qu'on ne prend pas de décision, pire que c'est. Et le problème, c'est qu'on est dans une seule situation maintenant que je trouve qu'il y a, vous avez tout à fait raison, tous les trois, comme Emmanuel Macron est face à une décision qu'il ne peut pas prendre. Et pour moi, cet aéroport est mort-né. Je pense qu'on n'arrivera jamais parce que, quoi qu'il arrive, le président a promis avant la fin janvier. Si on enlève les zadistes, il y aura des morts. Ça sera épouvantable pour le gouvernement. Si on laisse faire, vous avez raison, Nicolas Hulot va claquer la porte, ça fait une extrêmement mauvaise image pour l'écologie. Tout dépend de l'habillage, encore une fois. Ça, oui, c'est de la com et ça, c'est de la politique. Mais donc, et même Emmanuel Macron, quand on lit l'article dans Le Monde, l'interview hier, il a fait comprendre que peut-être même pas en janvier, il prendra une décision. S'il faut encore plus d'informations, plus de rapports, bon, on les prendra. À savoir, bon, on fera traîner le dossier encore plus longtemps. Mais ça, c'est un risque pour lui. Je pense qu'il faut abandonner ce projet, je pense qu'il faut faire autre chose, mais là, on n'en arrivera jamais. De toute manière, quoi qu'il arrive, tout le monde autour de cette table, y compris vous-même, Christophe, on sait tous que cet aéroport fera que des mécontents et on risque des pertes de vie et ça sera une catastrophe il y a quand même une grande... Parce que, simplement, on n'a jamais osé prendre les décisions qu'il fallait prendre quand il fallait les prendre. Mais quand il y a eu le référendum, ça aurait pu être là que la décision... On ne les prendra pas. Et malheureusement... Il refuse le terme des désastres. Mais c'est vrai que c'est la confrontation, pour tirer encore un peu ce fil rouge, c'est la confrontation de deux méthodes. C'est Hollande, il avait la méthode de Cueil, il disait il n'y a pas de dossier qu'une absence de solution ne saurait résoudre. Donc lui, il disait démerdez-vous, et puis à la fin, vous allez vous mettre d'accord. Ça n'a pas du tout marché sur ce dossier, c'était tout ce qu'il fallait pas faire, avec un Premier ministre qui était aussi son élève, et qui a été incapable d'imposer son choix. Quand on est Premier ministre, qu'on veut son aéroport, à un moment, on y arrive ou pas. Je veux dire, si on n'y arrive pas... partie prenante dans le dossier, puisque... Ex-maire de Nantes. Et Macron, c'est vrai que lui, il peut absolument pas gérer ça. Donc, ce qu'il est en train de faire, et Thomas avait raison, ils sont en train de distiller des infos parce qu'ils ont les infos. Et on voit bien, renforcé en cela par la position de Villiers, qui dit, mais attendez, mais les arguments, on les connaît tous. Enfin, Gatwick, 50 millions de personnes, l'aéroport de Nantes, 7 millions, on peut l'upgrader. Enfin, il y a plein d'exemples, donc pas de souci là-dessus. Après, l'argument écologiste, il faut prendre en compte les arguments de Nicolas Hulot. Donc, sans doute que ce projet va être refoulé. Après, il va être obligé de dire, attention les zadistes, moi, je vais être très autoritaire et je vais pas me laisser avoir. J'ai cassé la tête d'un général à la tête de l'armée française, donc je ne vais pas me laisser avoir par trois chevelus, comme le disait le général de Gaulle à propos des chansons de Johnny Hallyday, donc il ne va pas se laisser faire. Tiens, d'ailleurs, sur le sujet, est-ce qu'Emmanuel Macron serait capable d'aller dans la ZAD, justement,
expliquer sa position. Mais il n'enverra surtout pas des gardes de CRS et de gendarmes mobiles pour donner à l'opinion publique et à ses oppositions des images absolument dramatiques. Parce qu'en com, on a 3-4 images. On a Malik Oussekine, maintenant on a Rémi Fraisse. Voilà, ces choses-là, les gens ne veulent pas les voir. Ils ne veulent pas voir des gamins qui sont castagnés par des CRS et qui sont tirés par terre. On n'est pas au Venezuela, vous voyez. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron, il est capable d'aller dans cette zone. Il aime les zones difficiles. On l'a vu quand il a été dans le Nord, bien sûr. Et ce sera une manière aussi de se mouiller, d'aller sur le terrain et de faire de l'explication. Généralement, il est plutôt bon, il s'en sort plutôt bien dans ces situations difficiles. On va écouter les témoignages. C'était ce matin, Barbara Pompili, et sur LCI, c'était l'ex-ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Vous allez voir comme quoi le dossier, décidément, est compliqué. On a un problème de traitement de ce sujet depuis, on le sait, 25-30 ans, qui n'a pas trouvé de solution démocratique. Parce que c'est ça la question, démocratiquement. Moi, la première chose que j'attends, c'est qu'on sorte enfin de ce bourbier. C'est une situation qui ne fait que s'aggraver depuis des années, où on voit que les positions deviennent de plus en plus dures. Et si on va vers l'abandon, eh bien ça veut dire que sur cette question, pour d'autres questions, eh bien on va se retrouver avec une impasse. Je crois qu'on a bien trop attendu et ce rapport a au moins le mérite de enfin poser les choses de manière un peu objective. Et on en revient à l'image du président Macron. Il ne peut pas reculer, sinon il abandonnerait et il se placerait comme ses prédécesseurs, ce qu'il a toujours contesté. Oui, c'est vrai que c'est pas une option de repousser et de conserver cette patate chaude. C'est pas une option. Visiblement, c'est pas dans son ADN en tout cas. Il va falloir prendre une décision au mois de janvier. Donc voilà, on l'a dit, elle va faire des mécontents. Mais je pense qu'il y aura une décision. En tout cas, pour le moment, ça a été sa marque de fabrique. Admettons que le président décide qu'il y ait un aéroport, donc à Nantes, un nouvel aéroport. Quid du ministre Nicolas Hulot? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on investisse dans l'aéroport existant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce n'est pas possible. Il y a déjà un aéroport, on n'a pas besoin de construire un autre. Il faut trouver les moyens de contenter tout le monde en disant, voilà, on a un aéroport, on construit... Vous savez, cher Philippe, que quand on contente tout le monde, on contente personne. Non, mais évidemment, mais on contente ceux qui veulent un aéroport plus grand et on contente ceux qui ne veulent pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est peut-être la meilleure solution. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Mais le dossier en tant que tel, personne sortira de ce dossier gagnant. Mais Personne. Il a déjà reculé sa décision, puisque pendant la campagne, il avait dit que sa décision interviendrait très rapidement après son élection. Il a pris 6 mois. Sur la laïcité, je vais faire un discours, il voit que c'est pas le moment, il reporte sa décision. Donc Emmanuel Macron, il s'est tranché vite, mais quand il voit qu'il va s'enferrer et que si jamais il s'obstine, ça pourrait nuire à son image, et ben, il décide plus loin. Et après, ce qu'il va faire, c'est sans doute, il va affirmer l'autorité et il va mettre en place des manœuvres dilatoires parce qu'il ne peut pas gérer les images de violence sur des jeunes dans cette espèce de truc où on construit des cabanes. Eh bien, vous savez quoi, mes amis, nous continuons dans cette France particulière, bien évidemment, vous le savez, dans la médiasphère, la France particulière, c'est la France de Jupiter. Eh bien, on va continuer à parler de ce président qui mouille la chemise pour défendre la planète, sans oublier, bien évidemment, de soigner son image, sa com. Regardez cette petite vidéo postée hier soir, très tard, sur Twitter. C'est parti. I'm here with President Macron, promoting one planet, make the planet great again, with all the children. Look yeah, we are doing it. Et voilà, Emmanuel Macron a donc endossé hier le costume de sauveur de la planète, ce costume qu'il apprécie d'ailleurs visiblement tout particulièrement, au point d'avoir son propre sommet, son propre style, entre dramaturgie et réalisme. Écoutez-le. Mais on est en train de perdre la bataille. Alors ceux qui étaient avant nous avaient une chance, ils pouvaient dire on ne savait pas. Et c'était vrai. Depuis quand même une vingtaine d'années, on sait. Et on sait à chaque fois un peu plus. On ne va pas assez vite. Et c'est ça le drame. On ne va pas assez vite. Si on continue sur notre lancée, on est là où on s'est engagé à une augmentation d'en moyenne 1,5 degré, on est à 3 degrés et demi. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce à quoi on s'est engagé. Rien. Emmanuel Macron, sauveur de la planète, voilà une belle image. Oui, moi je fais partie de ceux, comme beaucoup de Français, qui en ont marre de tous ces sommets.
On est conscient du problème. Maintenant, on est tous écologistes. Qu'est-ce que ça fait d'un point de vue pratique et qu'est-ce que ça apporte aux générations futures? Pas grand-chose. Toutefois, là où il est extrêmement bon, c'est qu'il a compris que c'est un sujet sur lequel il peut, d'un point de vue international, s'opposer à Donald Trump et montrer aux autres qu'il endosse ce leadership qu'on attend de lui, sans véritablement contraindre sa capacité de négociation avec Donald Trump sur les grands dossiers internationaux. Donc, il s'amuse bien avec ça, et Donald Trump, il s'en contrefout parce que son électorat, mais alors s'en tape comme de sa dernière chemise de l'écologie. Il a montré qu'il a Donc, d'autres voilà. petits problèmes à régler aussi. Ils ont trouvé un modus vivendi et operandi entre le grand méchant loup incarné par Trump et la volonté d'Emmanuel Macron d'endosser cette forme de leadership qu'on avait perdu depuis un bon moment. Voilà, donc c'est un bon jouet pour lui. Maintenant, concrètement, on voit bien que c'est pas pragmatique, quoi. Ça n'avance pas quand même. On attend un petit peu de concret parce qu'Emmanuel Macron il est très fort sur ce sujet-là, sur les punchlines. On a eu hier, nous avons perdu la bataille, Make Our Planet Great Again, pour parodier le slogan de Donald Trump. Il n'y a pas de planète B, car il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Tout ça, ce sont que des mots, que des punchlines. Maintenant, on aimerait bien voir les effets. Est-ce qu'il va y avoir des effets avec ces grandes réunions qui, honnêtement, je suis assez d'accord avec Jackie, ne servent pas à grand-chose. On a réuni énormément de chefs d'État, Arnold Schwarzenegger et Richard Branson dans une même salle, mais il en sort quoi de ça, à part des gigantesques embouteillages hier dans Paris? Notamment, personne n'a décidé hier de payer à la place des États-Unis, encore une fois, qui se sont quand même retirés du business. Évidemment. Hier dans Paris, c'était quelque chose. C'était quelque chose, des embouteillages, tout ça. On a fabriqué ce sommet. Hier, entre les grèves du RER, les embouteillages et les véhicules des forces de l'ordre qui ont eu toute une journée moteur tournant autour de Boulogne, c'était pas mal. Donc une mise en scène, évidemment, mais mise en scène plutôt réussie. Vos confrères de Quotidien ont aussi révélé que les chefs d'État étaient arrivés sur un bateau jusqu'à Boulogne-Billancourt. Ils sont repartis aussi sur un bateau. Et pendant ce temps, voilà, il y avait des dizaines et des dizaines de voitures qui circulaient pour accompagner les délégations. Donc voilà, on n'est que dans de la com. Maintenant, ce qu'on aime dans la com, c'est quand elle est efficace, quand elle est réussie. Faire de la com pour faire de la com, ça n'a aucun intérêt. Donc maintenant, on souhaite que de ce sommet sorte vraiment quelque chose. Pour le moment, c'est clairement pas le cas. J'ai pas tout à fait cette vision-là des choses. D'abord, on se rend compte qu'on n'emploie plus que des mots anglais. COP, ça veut dire Conference of the Parties. Vous allez nous traduire parties, parce que... C'est pour ça qu'on a fait venir, entre autres, éditeurs aujourd'hui. Avec un S. Avec un S, oui, c'est bien ce que je voulais dire. One Planet Summit, donc on parle plus français. Et moi, ce que je trouve, c'est que ça révèle la complexité de la question. On n'en a pas assez, vous avez raison, on est tous écologistes. Et... Plus ou moins. Oh, profondément quand même. Maintenant, c'est vraiment passé dans tous les esprits qu'il faudrait faire quelque chose. Oui, moi je suis d'accord. Oui, il y a une conscience collective. Il y a une conscience collective, non? Mais on est plus ou moins mais peut-être pas partout, oui, vous avez raison. Disons, on est nombreux à l'être. Mais ce que quand ça vous arrange. Allez, on va dire ça comme ça. C'est vrai, peut-être. Mais ce que ces sommets nous montrent surtout, c'est je trouve, puisque tout nous paraît obscur, enfin en tout cas à moi, les histoires de carbone, si vous comprenez, expliquez-nous, parce qu'on comprendra peut-être mieux après. Tout paraît obscur, tout paraît compliqué, tout est en anglais. On n'a plus de mots pour désigner ça. Et donc, en fait, voilà, peut-être ça sert à nous montrer que c'est plus compliqué qu'on ne croit. Est-ce que c'est porteur, question posée à tout le monde, cette image qu'a le président français depuis quelque temps et qu'il cultive, notamment à l'international, de sauveur de la planète? En tout cas, c'est son dossier, on a l'impression. Je trouve que vous êtes très dur avec Emmanuel Macron, avec cette conférence, parce que heureusement qu'on l'a d'un certain point de vue, parce qu'il n'y a personne d'autre qui prend le flambeau pour dire, voilà, il y a un problème, il faudrait faire quelque chose. Si on n'avait pas... C'est idiot. Si on n'avait pas cet idiot de Trump la semaine dernière. Non, mais si on n'avait pas cet idiot de Trump qui se retire de l'accord de Paris, on avancera beaucoup plus vite. Donc, heureusement qu'il y a Emmanuel Macron. Qui d'autre fait un effort contre le réchauffement climatique en ce moment? Personne. L'ONU, mais oui, on n'entend pas. Donc, au moins, la France fait un effort pour faire revenir du monde. Et je dis toujours, bon, d'accord, c'est en anglais, c'est pas plus mal. Je suis désolé de le dire, mais l'anglais, c'est la langage international. C'est pas uniquement à Paris qu'on fait cela. C'est quand même le monde à qui on parle. Donc, il faut faire ça dans une langue plutôt universelle. Malheureusement, au détriment du français. Deuxième chose, si
une conférence comme on a eu à Paris hier peut convaincre quelqu'un qui regarde ça au Sri Lanka ou en Inde ou en Chine à dire tiens, au lieu de jeter ma bouteille dans la mer, je vais le mettre dans une poubelle de récupération, je trouve que c'est plutôt une bonne signe. Non mais les détracteurs, cher Philippe, je vous entends, disent oui, que évidemment. on a déjà les COP. 20, Évidemment. 21, 22, 23, Mais 22. mais Alors pourquoi un président aurait son petit sommet, d'autant qu'il a dit que l'année prochaine, il y en aurait certainement un autre? Je vous dis, Christophe, que si Emmanuel Macron ne le faisait pas, qui le ferait à sa place? Qui? Personne n'en parlera. L'ONU en parlera peut-être. Mais au moins là, on a des délégués, on a des chefs d'État, on a du monde qui vient à Paris. Paris, ça brille à l'étranger. Tout le monde a envie de venir à Paris. Tout le monde adore Emmanuel Macron. Je vous mets au défi de trouver dans la presse internationale. Excusez-moi, mais je vous mets au défi de trouver dans la presse internationale une seule ligne contre Emmanuel Macron et contre le sommet. Alors en France, j'entends tout le temps Emmanuel Macron, il fait briller sa présence. La presse anglo-saxonne a été très élogieux vis-à-vis de Macron en général et en particulier sur ce sommet. C'est d'accord avec vous, mais simplement la question, on en revient toujours au même. À quoi ça sert? À quoi est-ce qu'il a servi ce sommet? Qu'est-ce qu'il il est ressorti quoi? Éduquer les gens, si les gens... On en a parlé, ça fait de la com, voilà. Excusez-moi. Ça fait de la com. L'ONU, c'est un processus à longue haleine. Les gens, ils n'écoutent pas nécessairement tout ce qui sort de l'ONU. Là, en ce qui concerne ce sommet, c'est un événement ponctuel où les gens vont voir des reportages à la télévision, on va en parler, on va parler de la France, on va parler de Macron, on va parler du climat. Là, ça va peut-être faire réfléchir plus que des gens qui regardent un peu ce qui se passe à l'ONU avec tous les autres sujets qui sont mélangés dedans. On sait qu'il y a un problème. De temps en temps, c'est bien de donner un coup de pied dans la fourmilière pour déborder un problème et voici ce qui va arriver si on fait rien. C'est ce qui se passe à Paris en ce moment. Donc, je trouve que c'est bien. Oui, donc on a tous plus ou moins raison. C'est vrai que rares sont les sujets qui permettent d'exprimer une conscience internationale. Et c'est vrai que là où Macron a été malin, et encore une fois, il poursuit ce fil rouge de dire « moi, je suis jeune, je n'étais pas là avant, donc ce qui s'est passé avant, je ne veux pas en entendre parler ». Et je peux taper sur cet affichage de Donald Trump contre ce qui a été signé contre... Mais en même temps, il ne sacrifie pas les dossiers internationaux de la France, de l'Europe et de l'Europe. Donc c'est plutôt malin. Après, c'est une bonne carte à jouer. Ça ne dessert pas le français, Philippe, parce que la langue anglaise est la langue internationale. Et d'ailleurs, il la manie bien. Il vous dit, moi, je ne suis pas comme Hollande et Sarkozy. Je sais parler anglais, j'ai appris l'anglais et je vous montre que je peux aller chez Dan Rather ou qui je veux, parce que Dan Rather n'est plus là. Donc ça, c'est très bien. Mais en même temps, les chercheurs et les étudiants peuvent se dire « moi je veux venir en France, il y a un renouveau, comme la peinture du début du 20e, comme les penseurs du 18e, se dire c'est sympa, voilà, il y a un renouveau français ». Et ça peut au contraire attirer et redonner un envie de francophilie. Merci à tous les quatre, on se fait une petite pause publicitaire, on se retrouve après. Et après, vous aurez peut-être le nom du monument de la place ou autre qui portera le nom de Johnny Hallyday. Ça se décide en ce moment du côté de l'Hôtel de Ville.